Un petit mot rapide, effectivement, merci à toutes et à tous d'avoir répondu. On va être très rapide. Hein. Je ne sais pas, j'ai sondé tout à l'heure en faisant l'animateur, le chauffeur de salle, et apparemment tout le monde ne connaissait pas le Club Code B2B. Donc un petit mot, on a créé avec le CFPJ il y a maintenant 2 ans, donc ce Club Code B2B, qui vise effectivement à rassembler. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes et de juristes, effectivement, pas que des communicants, exceptionnellement vu la nature du sujet. Mais on fait régulièrement, en fait, on a un groupe LinkedIn qui est assez dynamique, un groupe privé LinkedIn, que vous pouvez vous inscrire sur LinkedIn Club Code B2B. On a également une newsletter qui marche bien, qui a 2400 exemplaires chaque semaine. Et on essaye de partager sur les enjeux des communicants dans le pays et également faire des rencontres donc, avec le CFPJ, que ce soit en webinaire digitaux, en physique comme ce soir. Voilà, et également des learning expéditions qu'on fait par petits groupes, c'est sympa, certains d'entre vous ont participé, voilà, et voilà, c'est de créer du lien autrement et d'avoir une logique de réseau et de thématique, de partage. En ce moment, on partage sur faut-il être ou pas sur X ou Twitter. Voilà, c'est un débat actuellement d'éthique voilà, qui dépasse, voilà. Et du coup, Agnès. Je crois que tu as tout dit. Donc on va laisser la parole à Simon, qui est le responsable du CFPJ au sein du groupe Happyways. Et l'idée donc ce soir, c'est d'avoir une réunion en physique où on puisse échanger aussi. Donc en fin d'après-midi, en fin de soirée, on pourra boire un verre et discuter ensemble, faire connaissance. Et le prochain événement, on vous en parlera en fin de séquence. Ce sera plutôt un événement en distanciel, donc on se verra moins. Et puis ensuite, on pourra se revoir en présentiel plus tard. Donc n'hésitez pas à revenir, à nous rejoindre aux prochains événements du Club Code B2B. Eh bien, entrons donc dans le vif du sujet. Soirée de l'IA, vaste sujet dont nous ne traiterons évidemment qu'une infime partie. Vous l'aurez compris, tant le sujet est immense. Je me suis amusé à essayer, non pas de retracer une histoire de l'IA, ce qui dépasserait de loin mes compétences, mais à m'interroger déjà sur le rapport qu'on a, nous, avec la technologie et avec ce qu'on pourrait considérer comme des ruptures technologiques. Et j'ai trouvé un passage dans un bouquin que vous avez certainement apprécié et beaucoup lu, c'est Le Capital de Marx. Marx raconte cette histoire qu'il appliquait en fait à un abbé italien au XVIe siècle. Et cet abbé italien raconte que dans la ville allemande de Danzig, le magistrat de la ville, un jour, se réveille, on est au début du XVIe siècle, et se rend compte qu'il y a une machine à tisser qui permet, je cite, de faire 4 à 6 fois plus de tissu en même temps que l'usage humain habituel. La réaction de ce magistrat, elle va être très simple. Il va commanditer le meurtre, ou la noyade, on ne sait pas bien, de l'inventeur de cette machine. Et ça, c'est pas anecdotique, il s'est passé la même chose en Angleterre. C'est la reine, pour le coup, à l'époque, qui a condamné l'inventeur d'une machine assez similaire. Et puis on verra aussi dans d'autres domaines, mais par exemple dans l'industrie du bois, dans les scieries, l'arrivée des machines extrêmement contestées, parfois même par le peuple lui-même, des Londoniens qui vont prendre les armes et aller démanteler eux-mêmes les usines. C'est intéressant parce que ça raconte quelque chose de notre rapport à l'innovation technologique. Et ça, on l'observe un peu partout tout au long du 15e, du 16e et du 17e siècle. Alors, aujourd'hui, on fête, je crois, la première bougie de ChatGPT. Personne n'est mort, personne n'a été noyé, donc tout va bien. On a sans doute un rapport un peu plus apaisé avec la technologie, mais à peine plus en vérité. Parce que ça fait un peu peur, les ruptures technologiques. C'est normal, c'est même légitime. D'ailleurs, quand je parle de rupture technologique, c'est le deuxième point qui, moi, m'a interrogé. C'est est-ce que c'est vraiment une rupture ? Le terme, il est fort. L'IA, sous sa forme la plus populaire, on va dire, celle en tout cas qui a fait le plus parler, c'est ce qu'on appelle les fameux gros modèles de langage. Des modèles qui n'ont qu'un but, pour la faire simple, prédire le prochain mot. Les gros modèles de langage, comme ChatGPT, c'est ni plus ni moins que le prédicteur orthographique de votre téléphone, quand même vraiment boosté, hein, clairement. Mais le principe, il est là.
Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas un principe qui rebat complètement les cartes. Quand on dit ChatGPT, c'est finalement un téléphone un peu boosté, un prédicteur d'orthographe un peu boosté, un prédicteur de mots un peu boosté. Bon, d'un coup, l'innovation révolutionnaire, voilà, elle est quand même un peu moins puissante. Ce qu'il faut comprendre quand on dit ça, c'est que par exemple, ChatGPT n'est pas là pour vous répondre. ChatGPT, quand on lui demande Marignan et qu'il répond 1515, c'est pas parce qu'il le sait, c'est parce qu'il a compris à travers ces milliards de paramètres que c'était la réponse la plus cohérente par rapport au contexte qui était posé. Et ça, c'est important de se le répéter. C'est important parce que ça veut dire que l'IA ne nous répond pas. Et de la même manière, quand moi je vais sur ChatGPT ou Bard ou peu importe, souvent je m'adresse à l'IA d'une manière très précise. Je lui dis, est-ce que tu peux me trouver tel truc? Est-ce que tu peux me rédiger mon discours de ce soir? Ce que je n'ai pas fait. Et ça, rien que ça, je trouve que c'est important. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a une relation très particulière. Je dis pas tu à mon téléphone, je dis pas tu à mon ordinateur. Certains vont dire tu à leur voiture, ce qui est contestable. Mais après tout, on a le droit de beaucoup aimer sa voiture. Mais le fait de dire tu à une intelligence artificielle va induire une modalité de relation. Et du coup, l'intelligence artificielle va répondre de la même manière, parce que j'ai installé une sorte de relation interpersonnelle, peut-être même intime. C'est ce qui permettra, au bout d'un certain temps, à un ingénieur bien connu de Google de dire convaincu que l'IA qu'ils étaient en train de développer avait une conscience. Forcément, parce qu'il s'était adressé à cette IA de telle manière qu'il induisait, qu'il attendait de cet outil qu'il ait une conscience, du moins qu'il dise qu'il en avait une. Et l'outil n'est là que pour répondre ce qui est le plus cohérent par rapport au contexte qu'on pose. Alors, ça c'est pour dire que l'IA, c'est pas forcément un alter ego. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'IA, elle s'adapte. Et si vous lui parlez comme vous lui parlez à un humain, oui, l'IA va pouvoir s'adapter. Mais donc c'est différent de la notion de compréhension, en tout cas telle que nous, humains, on la conçoit. Et ça c'est important parce que ça permet quand même de dissiper un peu le brouillard qui est présent sur l'une des photos que vous avez peut-être vues à l'entrée. Et ça permet aussi de démythifier, de démystifier l'IA, et je pense que c'est important, et c'est notamment nous, notre rôle au CFPJ, à travers nos formations. L'idée, encore une fois, c'est pas de dire que ces gros modèles de langage, ils valent rien. C'est pas non plus de dire qu'ils sont révolutionnaires. Et évidemment, la vérité est sans doute entre les deux. Rappelons tout de même que si ce soir on va parler d'un certain type d'IA, l'usage est extrêmement vaste. Nos amis d'Orange qui sont dans la salle le savent bien. On utilise de l'IA pour fluidifier le trafic d'un réseau mobile. On utilise l'IA pour parler à ses clients. On utilise l'IA dans la santé pour concevoir des médicaments. On l'utilise dans la finance pour repérer la fraude. On l'utilise dans l'industrie, dans la conception automobile. Des tas d'usages extrêmement vastes qui vont recouper des tas de familles d'IA très variées, de telle sorte qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle au singulier a bien du mal finalement à pouvoir être décrite. Alors oui, à l'image du magistrat de Danzig, à l'image de la reine d'Angleterre ou des londoniens du XVIe, XVIIe siècle, on a le droit d'être un petit peu perturbé. Je pense que si vous êtes aussi nombreux ce soir, c'est parce que ça pose des questions. Ça pose des questions sur l'outil, ça pose des questions sur nous, sur ce qu'on est, sur ce qu'on vaut et sur ce qu'on vaudra demain aussi. Alors je vous rassure, les études économiques sur les grandes ruptures technologiques montrent qu'il est difficile de prouver qu'elles suppriment véritablement des postes. Tout au plus, ces grandes innovations technologiques polarisent les types de métiers. Donc, a priori, vous allez garder votre job, au moins pour les 3 mois à venir, puis on verra. L'IA avance très vite, malheureusement. Mais ce qui est important, c'est qu'au CFPJ, nous, c'est parce que ça fait peur qu'on a choisi de former. Ça, c'est important parce que, à notre sens, la peur n'est que l'ombre portée de l'ignorance. On a peur parce qu'on ne connaît pas. Et la peur, elle naît de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne maîtrise pas ou de ce qu'on est mal. Et nous, l'idée a été tout de suite de créer des formations pour ne plus avoir peur.
pour savoir utiliser, pour connaître les limites. Quand on commence à s'intéresser à tous ces outils, ça devient drôle, pratique, mais ce n'est plus peut-être aussi bouleversant que ça pouvait l'être quand on ignorait tout. Dissiper ces ombres, c'est notre but, et c'est pour ça qu'on a créé des formations pour créer du contenu, que ce soit du texte ou des images avec de l'IA, qu'on a créé une formation pour optimiser son écriture web avec l'IA, et c'est aussi pour cette raison qu'on a saupoudré d'IA des formations sur le storytelling, et même sur le journalisme. Pour cette raison aussi que certains de nos formateurs, j'en avais un là aujourd'hui, qui me disait qu'il améliorait ses supports pédagogiques, ses exercices avec l'IA. Il n'en a pas peur, mais il connaît les limites. À titre personnel, je considère pour moi que l'IA est un très bon stagiaire de 3e. C'est-à-dire parfois il y a des fulgurances parce qu'il pense à un truc auquel on n'avait pas pensé. Et vous voyez, je dis que l'IA pense à un truc, mais c'est pas vrai. Je me trompe moi-même, et on se trompe nous-mêmes. Mais c'est un outil passionnant à explorer et qui bouge vite, donc d'autant plus essentiel de se former. Vous ne trouverez donc pas ici et pas ce soir des apôtres de l'IA, du transhumanisme ou de l'humain augmenté. Encore que je ne vais pas demander aux intervenants, si ça se trouve c'est le cas, non, tout va bien, donc on est bon, on est raccord, vous avez le droit de l'être, mais en tout cas, nous on est défenseurs d'une vision plus raisonnée, peut-être plus raisonnable aussi. Et sans plus tarder, je vais céder le micro à notre premier intervenant. Nous avions prévu un duo, et c'est trop bien quand on prévoit des duos, parce que si l'un est un petit peu malade, eh bien l'autre est vaillant et peut venir. Donc merci à Benjamin Auguet de nous rejoindre, journaliste, spécialiste des écritures numériques, auteur, touche à tout, qui a vraiment une très vaste expérience sur le sujet, qui fait partie, Benjamin, avec Léa également, des animateurs, des intervenants sur la formation S'initier à l'IA pour créer du contenu, qui est une magnifique formation que j'ai hâte de suivre d'ailleurs. J'irai piquer vos contenus pour les suivre en parallèle. Et je te laisse donc la parole. L'idée avec toi, c'est d'apprendre, comme c'est écrit, à créer avec ChatGPT. Très concrètement, comment on écrit ou comment on réapprend à écrire en coopérant avec l'IA, ce qui n'est pas une mince affaire. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux. Alors je m'excuse auprès de Léa, mon duo créatif dans la vie. Je vais parler un peu en son nom parce que je vais très rapidement commencer par vous présenter des trucs qu'on a fait avec l'IA depuis à peu près 2019-2020. Pour poser un peu le cadre, donc moi et Léa, on est auteurs et réalisateurs. On a des parcours de journalistes, de documentaristes, on a un peu traîné dans le monde du jeu vidéo, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, bref. En gros, on a un peu chassé l'innovation depuis 10 ans maintenant qu'on a commencé à bosser. Et chasser l'innovation, forcément, on a fini par tomber sur l'intelligence artificielle. Et un des premiers trucs qu'on a fait, et je dis on, c'est très généreux pour moi parce que c'est beaucoup Léa qui l'a fait, c'était un projet qui s'appelait ELISA. ELISA, c'est une des très très précoces utilisations d'un chatbot qui se basait à l'époque sur GPT-2, puis GPT-3. Maintenant, on est au GPT-4, si vous suivez les numéros qui se cachent derrière ChatGPT. C'était des trucs beaucoup plus austères que ChatGPT. ChatGPT, c'est vraiment fait pour être très accessible. À l'époque, c'était plein de petits paramètres, de petites glissières à ajuster, puis on espérait tomber sur un truc qui marchait plutôt pas mal. Pardon. ELISA, c'est une IA, mais qui a été entraînée spécialement pour parler d'amour. Et pour questionner le public qui venait à sa rencontre. Alors ce public qui est venu à sa rencontre plutôt dans des grands festivals, un peu dans différents pays, plutôt dans le monde de la performance artistique, etc. Et donc c'était une IA qui vous faisait parler de votre rapport à l'amour. Et qui vous posait des questions, qui retenait des trucs sur vous, qui étaient assez troublants à l'époque, parce que c'était pas forcément un truc qui était très commun dans les utilisations de l'IA. Et c'est quelque chose qui nous a appris justement ce dont tu parlais à l'instant, Simon, cette capacité en fait à parler à des machines comme à des êtres humains. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que je vais en reparler. Nous, dans notre conception de la création avec l'IA, on pense que c'est absolument fondamental en fait de complètement se verser dans ce réflexe-là. C'est un réflexe qui, quand on le décortique, il est peut-être absurde. Il y a peut-être des problématiques psychologiques qui vont se dégager de ça, mais en tout cas, c'est la meilleure manière qu'on ait trouvé, nous, pour l'instant, de fonctionner avec ces IA, et notamment avec ChatGPT. J'y reviendrai, mais voilà, c'est le genre de choses qu'on a pu faire. Sur un peu la même logique, on a créé un jeu vocal, j'allais dire un jeu vidéo, mais c'est pas un jeu vidéo, c'est un jeu vocal qui se joue, vous voyez, devant ma co-autrice de l'époque,
une petite enceinte connectée, n'est-ce pas? Une espèce de Alexa, Google Home, vous avez peut-être ça chez vous, qui sert généralement à faire minuteur pour les œufs et éventuellement à vous donner la météo, pas plus. Et ben c'est pas grave, j'ai la voix qui porte. Non, si, c'est revenu. Ah, c'est revenu, ok, c'est intermittent. Là, c'était sur l'humour. Donc, vous entraîniez une IA à faire des blagues qui allaient vous faire rire, vous. Donc, c'était une IA qui essayait d'apprendre votre style d'humour. Pareil, c'était avant ChatGPT, hein. Ça est rendu complètement obsolète par ce foutu ChatGPT qui est sorti quelques mois après. Donc, on était ravis d'avoir passé toute cette énergie, tous ces moyens dans le développement de modèles spécifiques. Bref, peu importe, c'est le principe de l'innovation. Je passe ma vie à courir après des trucs qui sont périmés en 6 mois. Donc voilà, mais donc un peu la même utilisation, sauf que là on était sur quelque chose de beaucoup plus ludique, humoristique. Mais finalement, quelques mois après, ChatGPT sort et on se dit « Ah mais tiens, c'est marrant, on peut leur demander des blagues maintenant à ces chatbots un peu plus sophistiqués. » Donc c'était cool, en soi, ça nous a un peu validé aussi dans nos démarches, même si ce projet-là maintenant n'a plus autant de sens. Et puis bien sûr, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais il y a quand même un énorme impact sur la création visuelle. J'ai récemment réalisé un documentaire pour France Télévisions sur l'humour geek, donc vous voyez que j'ai des thématiques récurrentes, bref, peu importe. Et dans ce documentaire, il y avait un certain nombre d'humoristes qui ont tous la particularité d'être des gros geeks, qui adorent le jeu vidéo, les mangas, les super-héros, etc., etc. Là, ce que vous n'allez pas voir, c'est qu'il y a des séquences tout à fait classiques, on les interviewe, ces gentilles personnes. Et puis, moi, je me suis amusé avec Midjourney à produire des visuels. Alors, c'est des visuels statiques, hein. Maintenant, on fait des très belles animations, on fait même des beaucoup plus beaux visuels que ceux-là. Ceux-là, je les ai fait en 2022, donc forcément, ça va assez vite. Mais en gros, tous ces gens-là, alors là, bon, vous n'avez pas la référence, mais ils ressemblent vraiment à des vrais humains, donc j'ai entraîné des petits modèles à reproduire l'apparence des gens que j'interviewais dans le documentaire, et à les grimer sous les traits de leurs super-héros favoris, enfin, de leurs personnages de pop culture qu'ils adoraient. Et je leur ai vu une petite histoire que je vous raconterai pas parce qu'on s'en fout un petit peu. Mais en tout cas, ce qui a été assez intéressant, c'est de pouvoir commencer déjà à s'autonomiser. Ça pose plein d'autres questions, parce que globalement, j'ai aussi pas travaillé avec des graphistes ou des illustrateurs ou des animateurs pour faire ce truc-là. Vaste sujet dont on peut parler. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a pu faire de manière assez autonome et qui nous a un peu aussi lancé dans le champ visuel. Pour faire très rapidement, ça c'est un dernier truc dont je vous parlerai, après promis j'arrête de faire de l'autopromo, mais c'était au Festival d'Avignon l'année dernière. On a créé un spectacle où le public participait donc à un spectacle de théâtre immersif. Globalement, il y avait tout un truc très artistique sur le monde des fleurs et comment on parle au monde des fleurs et comment le monde des fleurs nous parle. Voilà, bon bref, je suis un peu sous-habillé aujourd'hui, mais vous voyez, c'est le côté artiste, bref. C'est tout un genre qu'on se donne. Et je meuble un peu parce que j'attends globalement que la vidéo arrive à l'endroit où vous allez voir le public qui écrit des petits messages. Voilà, ça commence, donc je peux arrêter de dire n'importe quoi. Les gens vont écrire des petits messages sur des petits calepins qui doivent être traduits en langage des fleurs. C'est très mignon, n'est-ce pas? Ils les suspendent à une petite branche comme ça, et puis moi je l'ai récupéré. Je l'ai passé dans un programme d'intelligence artificielle, globalement, qui traduisait ce message en une fleur. Donc c'était l'interprétation d'une IA à qui je lui ai dit tu dois faire une fleur, mais cette fleur, elle doit transcrire l'émotion de ne pas savoir où elle est. Et elle lui donne un truc voilà, comme ça. Bref, et tout au long du spectacle, les gens pouvaient donc dire sourire sans raison. Voilà, c'était ça. Subir l'absence, c'était cette fleur. C'était des interprétations de l'IA, de messages humains. Donc c'est très barré, hein. Mais c'était intéressant parce que justement ça dit quelque chose de cette incompréhension qu'on a entre nous et les IA encore aujourd'hui, et qui est un des très gros obstacles d'ailleurs à son utilisation de plus en plus fine, c'est qu'il y a une part de divination. Nous, il y a une part de divination, donc quand elle nous donne un résultat, on se dit est-ce qu'il y a des biais là-dedans? Est-ce qu'elle a bien obéi? Est-ce que c'est ça que je voulais? Attends, est-ce que je peux peut-être lui faire dire plus de trucs, plus précis, etc. Et ça marche dans l'autre sens. L'IA interprète des trucs qu'on lui donne, mais parfois selon des modes d'entraînement qui sont biaisés, qui sont incomplets. Et donc c'était assez marrant de voir tout ce public-là qui essayait de quelque part de déduire en fait cette fleur, elle est noire parce que j'ai dit un truc un peu sombre et tout ça, donc c'est noir parce qu'elle a associé d'une manière ou d'une autre dans sa base de données d'entraînement que les images qui décrivaient un peu la tristesse étaient plus noires, etc., etc. Bref. Donc on continue à faire tout un tas de joyeuseté avec de l'IA, y compris de donner des formations ici. Et je vais parler plus précisément de ChatGPT. ChatGPT, vous l'avez peut-être rencontré à l'occasion de cet article du Guardian qui était
C'était juste avant ChatGPT, hein, c'était quand GPT-3 est sorti. Le Guardian qui titre de manière un tout petit peu plus technique, hein, on va pas se mentir, un robot a écrit cet article en entier. As-tu peur, humain? Voilà. La vérité, c'est qu'un robot n'a pas écrit cet article en entier. Un robot a contribué à l'écriture d'un article sur lequel un humain est repassé 12 millions de fois et on a régénéré des trucs jusqu'à ce que globalement ça ressemble à quelque chose, qui était globalement un peu la manière de fonctionner avec GPT-3, hein, pour l'avoir bien copieusement utilisé. C'était pas facile. Voilà. Et pas aussi flexible et intuitif qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, ce truc-là, déjà, portait beaucoup de choses en soi. Déjà, il y avait, même s'ils ont essayé de le cacher dans le titre, moi, le truc dont je vais parler surtout aujourd'hui, c'est la collaboration. Et pour moi, il n'y a que ça de vrai, parce qu'à partir du moment où on va se perdre dans la croyance que soit c'est quelque chose qui va pouvoir fonctionner sans nous, soit c'est quelque chose à qui je vais pouvoir me contenter juste de passer des ordres ou de cliquer sur des boutons comme une vulgaire interface d'un outil, globalement, je ne vais pas arriver à grand-chose. Par contre, si je considère que j'ai un collaborateur, une collaboratrice avec qui je peux parler, construire des trucs, là, ça devient vachement plus intéressant. Et globalement, c'est ce qu'ils ont fait. Pour le côté un peu sensationnel, ils ont fait genre, c'est l'IA qui a tout écrit, mais à la limite, peu importe, il y avait déjà cette promesse-là. Et donc, cette notion de collaboration, elle est rendue possible aujourd'hui parce qu'on a un peu progressé quand même dans le domaine de l'IA. Je ne vais pas faire beaucoup de théories, je voulais juste parler de ça. Globalement, dans un peu une sorte de spectre d'évolution de l'IA, alors il y en a plein, tout le monde a sa petite typologie, on s'en fiche un peu, mais je voulais juste parler de ça. On a commencé par ce qu'on appelait les machines réactives. C'est des machines, genre celles qui jouaient aux échecs contre Kasparov, ou qui gagnaient au jeu de Go, etc., etc. Globalement, ils analysent une situation, ils font des petits calculs sur cette situation-là, et ils réagissent à ce qui se passe juste devant leur pif, quoi. Et ça va pas vraiment plus loin, c'est pas des machines, c'est des machines très sophistiquées déjà, mais on n'est pas vraiment sur ce qu'on a d'avantage aujourd'hui. Quasiment toutes les IA dont on va parler, on est plutôt dans cette catégorie-là. C'est-à-dire c'est des IA qui ont été entraînées sur une certaine base de données qui reste limitée, c'est pas tout le savoir humain. Elle peut pas mobiliser tout le savoir à chaque requête, etc., etc. Mais on est sur ce qu'on appelle des machines à mémoire limitée, donc qui ont quand même une mémoire. Et c'est ça qui, aujourd'hui, a fait un peu décoller tous ces modèles-là dans leur utilité, c'est qu'elles sont capables d'avoir une base dans laquelle nous, on peut se projeter, on peut se reconnaître, on peut voir des logiques, on peut voir une utilité. Et après, on va vers des choses qui ne sont pas là, mais qui sont assez intéressantes, notamment ce qu'on va appeler après la capacité des machines à développer une théorie de l'esprit. Ça voudra dire qu'un jour, peut-être, est-ce que c'est souhaitable? C'est encore une autre question, mais qu'un jour peut-être, on pourra avoir des machines qui sont capables de faire preuve d'une forme d'empathie envers nous, d'une compréhension beaucoup plus fine de l'émotion humaine, des mécanismes humains, des règles dans les interactions, des règles sociales, oui c'est ça, etc., etc. C'est-à-dire des êtres synthétiques avec qui on peut déjà beaucoup plus parler, qui vont moins se poser comme des serviteurs ou des remplaçants, selon où on se pose, mais plus comme des formes d'ego, au moins dans la manière dont ils interagissent. Et après, si on va très loin dans la science-fiction, on a carrément la bonne possibilité éventuellement de voir émerger des consciences propres aux IA. Là, ça ouvre toute une boîte de Pandore qu'on va même pas essayer d'aborder ce soir. Mais en tout cas, nous, on est là aujourd'hui. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a ça à notre disposition. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est globalement d'essayer, petit à petit, de faire comme si on en était déjà. Même si, faut en être très conscient, c'est clairement pas le cas. Mais, avec ChatGPT, on peut arriver à simuler un certain nombre d'interactions où on peut essayer d'éduquer une IA à notre mode de fonctionnement, à nos contraintes, à nos valeurs, etc., etc., et à rentrer vraiment dans une logique de collaboration. Et tout ça pour faire une myriade de choses. Je regarde juste le temps qui passe parce que je suis assez nul généralement pour regarder le temps. Okay. Donc ChatGPT, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ChatGPT? Ça va aller je vais aller assez vite là-dedans. Il y a un peu 3 grands ensembles dont je voulais un peu rapidement parler, qui va être la capacité de ChatGPT, non pas, je ne vais pas directement rentrer dans écrire des discours, etc., mais plutôt analyser, synthétiser des choses, réfléchir avec nous, nous suggérer des choses. Et enfin, et presque accessoirement, j'ai envie de dire aujourd'hui, rédiger et écrire des choses. Et c'est sûr qu'on nous vend ChatGPT pour écrire, faire des mails plus vite, etc., etc. Mais en vrai, pour moi, pour l'instant, le vrai intérêt il réside dans les 2 autres catégories. Parce que, en fait, ChatGPT, vous pouvez maintenant, en plus il peut se connecter à Internet dans la dernière mouture, peut facilement faire de la veille pour vous sur un sujet.
facilement analyser les contenus d'un site, une chaîne YouTube, un compte Instagram. Vous pouvez lui demander, tiens, parle-moi un peu de la ligne éditoriale de ce site-là, de quel sujet il parle le plus, etc., etc. Qui sont des choses qui peuvent déjà s'appliquer à vous-même. Vous pouvez faire votre propre diagnostic, mais surtout, vous pouvez aller voir aussi ce que font les autres. Bien sûr, on peut pouvoir synthétiser un document de manière très simple, analyser le ton, les biais aussi, très important, dans un document qui soit d'ailleurs scientifique, journalistique ou de manière qui a trait à la communication, etc., etc. C'est très intéressant aussi pour faire ce genre de diagnostic. On va pouvoir extraire des références à un sujet dans un très très grand PDF de 200 pages, etc. On va pouvoir transformer mon discours en petites slides, etc., etc. Comparer des documents, etc. Bref, ça j'insiste, la liste, vous pouvez la voir là. On peut mettre, je mettrai peut-être la présentation en ligne, comme ça vous pouvez la retrouver si jamais vous la retrouvez, mais peu importe. Ce que, par exemple, moi je vais demander à ChatGPT, c'est je réalise chaque semaine un podcast sur l'actualité de la création immersive et des IA génératives dans le monde de l'art et du divertissement. Identifie 10 sujets d'actualité dans ces domaines en te limitant au mois de novembre 2023. Donne-moi un lien direct vers un article pour chaque actualité et identifie dans cet article des personnes citées, interviewées que je pourrais recevoir comme invité dans mon podcast. C'est un exemple parmi d'autres, mais effectivement, ça là, on est déjà sur des choses qu'on ne pouvait pas vraiment faire il y a quelques mois et qui sont méga utiles. Parce qu'on n'essaie pas déjà de griller des étapes, on est sur de l'analyse, je ne suis pas en train de lui dire « écris-moi mon podcast », ce qui est juste un truc absurde à demander en premier lieu. Peu importe les résultats que l'IA va donner ensuite, mais dire « tiens, tu pourrais interviewer Nicolas Cavallo sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde du travail, etc. etc. » Bref, elle me suggère des trucs. Je peux voir ses résultats, ça me plaît pas, je lui dis non, on va plutôt chercher dans ces thématiques-là. Après, il y a la conversation qui rentre en jeu. Je ne vais pas plus loin que ça c'est une première intention. Mais en tout cas, c'est ce genre de demande qui va être extrêmement intéressant pour justement un peu, potentiellement pas automatiser, mais faciliter, aller plus loin dans une partie de nos boulots. Moi, je suis plutôt du côté auteur, réalisateur, documentaire, journaliste, etc. Vous êtes peut-être dans le monde de la communication, de la loi, etc., etc. Mais on fait tous une forme de veille. On a tous besoin de savoir ce qui se dit, on a tous besoin d'avoir des idées sur parfois quoi écrire, quoi dire, etc. Et à ce titre-là, c'est intéressant. C'est pas dire faire à notre place, nouveau, mais ça peut aider. Et après, on passe à l'étape suivante. Une fois que cette IA nous a fait une jolie veille, on peut lui dire « aide-moi à inventer de nouveaux formats éditoriaux, suggère-moi des angles pour des articles, propose-moi une liste de lecture, propose-moi même d'ailleurs comment je pourrais mieux travailler avec toi, je reviendrai là-dessus, etc., etc. Faire des tutoriels, etc. » Bref, là, on est dans la réflexion, la suggestion. Et c'est notamment là où on va vraiment pouvoir commencer à mettre en place des manières de travailler qui sont vraiment dans la collaboration avec cette machine, mais j'y reviens juste après. De la même manière sur l'écriture, je vous passe tout ce qu'on peut écrire, c'est relativement évident. Vous pouvez écrire des textes ou des bouts de texte, vous pouvez simplifier le langage pour le vulgariser, vous pouvez essayer de réécrire dans un autre style, traduire, etc., etc., etc. Ça, c'est des usages qui sont généralement plus facilement mis en avant. Mais à nouveau, dernière étape, bout de ligne, et vraiment, c'est à la limite, ça vous plaît pas aujourd'hui, ce que ces IA sont capables de produire, c'est pas très grave. Très honnêtement. Moi, je m'en sers assez peu. J'écris assez vite dans la vie. Je ressens pas forcément le besoin d'avoir l'intervention de l'IA à la fin de la chaîne. Par contre, au début de chaîne, ça peut vraiment, vraiment changer la vie. Bref, il y a plein de trucs dont je parlerai pas ce soir. Bien sûr, c'est des IA qui sont capables, et ChatGPT est capable maintenant, grâce à DALL-E, de créer des images, de travailler le code, de faire des révisions de code, etc., etc. D'automatiser un certain nombre de tâches, du genre, prends ce tableau, extrais les emails, envoie un email, à travers mon Google Mail ou mon Outlook ou mon machin. Je passe même pas là-dessus, il y a plein d'autres utilisations, mais globalement, j'ai que 25 minutes, dont j'ai déjà cramé 16, donc j'ai besoin de passer à autre chose. Et donc, forcément, on se pose tous et toutes la question de comment je vais parler à cet être qui fait semblant d'être un humain qui n'en est pas, qui essaye d'adopter un langage le plus proche du nôtre, mais en même temps, on sait très bien qu'il y a des limites à ça. Et donc, on va juste développer 6 trucs quand on va parler à ChatGPT. On va lui donner une tâche, fais un truc, tel contexte, ça peut être, généralement c'est mon contexte, ou ça peut être le contexte d'exécution de cette tâche. On va lui donner des exemples qu'elle va pouvoir suivre, on va lui donner des contraintes de format, on va pouvoir lui dire d'adopter une persona, c'est-à-dire de considérer que pendant le temps de ce travail-là, tu n'es pas forcément un robot, IA, chatbot, machin, tu es consultant com, tu es journaliste, tu es ce que tu veux. Et on peut lui donner bien sûr des contraintes de ton. Ce qui fait que un prompt, on peut lui dire écris-moi un article, mais généralement ça va donner absolument rien du tout. Par contre, si vous lui dites
rédige une synthèse de cet article scientifique. Je trouve un très bel article scientifique du MIT, machin, ça fait 250 pages, j'y comprends que dalle. J'ai besoin d'une synthèse, très bien. Pour le rendre compréhensible à un public non averti. Donc ça, je lui donne du contexte. En gros, je vais faire de la vulgarisation, j'ai besoin d'expliquer cet article à mon public, et mon public, il n'est pas particulièrement scientifique, il n'a pas envie d'entendre des mots très compliqués, parce qu'il ne les comprend pas, enfin voilà. Je lui donne un exemple, éventuellement, si j'ai déjà fait des articles de vulgarisation, je peux lui donner même un corpus de trucs que j'ai écrits maintenant aujourd'hui en disant, bah voilà, essaie d'analyser un petit peu le style, la manière dont je structure, etc., en essayant t'en inspirer. Lui donner contraintes de format, un nombre de mots, etc., tout ce que vous pouvez imaginer. Persona, bah, tu es un vulgarisateur scientifique, par exemple, et tu t'exprimes avec un langage simple, concis et imagé. Voilà. Est-ce que c'est un très bon prompt? J'en sais rien, ça sera à définir dans le contexte de ce que je vais lui donner. Peut-être qu'il va falloir que j'ajuste des trucs, mais en tout cas, c'est pas non plus, j'ai pas passé 1h30 à le faire, mais j'ai pas passé non plus 30 secondes à imaginer ce que je lui demande. Ça demande un tout petit peu de taf et un tout petit peu d'habitude. Et c'est des habitudes qui sont pas particulièrement dures à apprendre, surtout quand on commence à les décomposer un peu avec cette grille de lecture-là, en se disant, bah, la tâche c'est indispensable, si vous ne demandez rien, il ne va rien faire. Ça, c'est pas, enfin, voilà, c'est pas des robots qui cherchent à s'occuper par eux-mêmes dans la journée, si on leur donne rien à faire, ils font rien. Ça c'est important, ça aide vraiment beaucoup, vous allez avoir des résultats de meilleure qualité, et ça peut être utile. Voilà, pas toujours, pareil, parfois on n'a pas d'exemple, c'est pas dramatique, c'est juste quand on l'a, c'est bien, quand on peut travailler ça, parce qu'on a le temps, ou qu'on a la matière, etc., c'est important, enfin c'est utile, c'est sympa d'avoir, mais globalement, on va essayer comme ça d'avoir cette espèce un peu de tunnel de fabrication. Donc forcément, si je vais voir ChatGPT aujourd'hui, je lui dis donne-moi des idées de sujets journalistiques. Imaginez-vous dire ça à un humain. Je débarque dans une rédaction, je lui dis donne-moi des idées. Ok, bah merci, enfin c'est super, mais ça ne donne absolument rien. Un peu mieux, bon, donne-moi 20 idées de sujets journalistiques sur l'environnement. Au moins j'ai une thématique. Moi j'ai un début de truc, et j'ai une contrainte, me dire donne-moi 20 idées, c'est déjà pas mal. Et un peu mieux, c'est je suis journaliste pour le média Tatata, analyse les derniers articles publiés sur le site sur le thème de l'environnement, puis donne-moi 20 idées de sujets journalistiques sur l'environnement t'inspirant de l'actualité de la semaine dernière. Chaque sujet doit commencer par et si nous, Tatata, pour proposer au lecteur un changement social radical pour ralentir le dérèglement climatique. Un exemple parmi d'autres, mettez-le à votre sauce, n'importe. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et donc là, forcément, quand on lance cette requête-là, eh ben, on a des résultats qui vont un tout petit peu plus loin que juste dire bah, je sais pas, tu pourrais parler de la pêche, et puis après tu pourrais parler des mines, et puis après tu pourrais parler du carbone, et puis voilà, parce que c'est ça que vous allez avoir. Si vous demandez juste 20 sujets sur l'environnement, ça va être des trucs extrêmement vagues et bateaux. Là, en lui demandant de s'appuyer sur l'actualité, vous voyez qu'à chaque fois, ChatGPT me donne un petit lien vers un article qui lui a servi d'inspiration pour me suggérer ce truc-là, me donne un petit pitch, et il y a bien la formulation et si nous faisions ça, et si nous faisions ça, etc. Pareil, tout ça n'est pas bon à prendre. Là, si vous lisez ça, vous allez peut-être vous dire oh là là, c'est nul, ou c'est biaisé, ou c'est trop vague, ou etc. C'est qu'un point de départ. Je peux lui demander de préciser des trucs, je peux dire ah la 7 elle est vachement bien, mais vas-y, sois plus précis, va chercher des sources, etc. Après, je peux entrer à nouveau dans une espèce d'entonnoir où on va pouvoir travailler ensemble. Le problème, comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est quand on a des attentes complètement irréalistes. Et ces attentes complètement irréalistes, elles sont nourries par toute une galaxie de gens sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, qui parlent d'automatisation, de les contenus sont tout seuls, vous gagnez de l'argent, machin, vous n'avez plus besoin de faire ci, vous allez pouvoir partir aux Bahamas sans rien foutre. Bon, il y a déjà des gens qui faisaient ça dans le monde de l'immobilier, ils le font dans le monde de l'IA, c'est juste une série d'arnaques qui se perpétuent et qui adoptent toujours le dernier truc. Et globalement, ça, dès que vous le voyez, on ferme l'écran, on dit non, ne plus suivre cette personne, etc. Ça existe, c'est pas la question. Déjà, il y a un problème éthique assez majeur. Pareil, j'insiste pas, mais bon, c'est assez délétère. C'est pas comme si on avait déjà trop de contenu sur les réseaux sociaux pour pas en plus faire en sorte qu'on ait des IA qui nous font 700 shorts en 18 minutes. Bah ouais, il n'y a pas assez de shorts sur YouTube, c'est sûr. Rajoutons-en. Donc voilà. Ça, c'est des fausses promesses, parce que ça marche pas, hein, c'est du bullshit total. Mais surtout, c'est pas vraiment la bonne manière de le prendre, que ça soit moralement ou créativement. Et du coup, là, ce qu'ils nous vendent, c'est cette espèce de figure de l'IA un peu génie magique, qui va faire les choses pour nous, qui va globalement aussi, à partir du moment où on verse là-dedans, il n'y a plus aucune raison d'exister en tant que créateur, créatrice, communicant, etc. Hein, c'est déjà aussi une promesse un petit peu délétère. Il y a une autre considération qu'on entend beaucoup, dire que l'IA, ça n'est qu'un outil. Alors c'est un outil, c'est sûr,
De là à dire que c'est qu'un outil, je trouve que pour le coup, ça c'est un peu réducteur. On va trop loin dans l'autre sens. Parce que c'est un outil qui a quand même des particularités, un potentiel qui n'est pas commun du tout. C'est pas Photoshop, okay, c'est plus que Photoshop. C'est différent, c'est potentiellement plus, c'est moins sur d'autres aspects, mais c'est quand même assez différent. Et pour moi, le vrai potentiel, il ne réside pas simplement dans le fait que ça soit un génie qui nous remplace, soit un outil qui nous est asservi, mais plutôt quelqu'un qu'on va pouvoir, si on fait ce choix-là, et je suis d'accord que je vous propose un truc un peu débile sur le papier et qui ressemble à de la maladie mentale, mais de dire cette machine est mon égal. Et moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je pousse un peu tout le monde à faire, dans la limite du raisonnable, mais de se dire cette interface est mon co-créateur, ma co-créatrice. Ce qui veut dire, globalement, que on peut se lancer dans ce genre de joyeuseté. J'ai demandé à ChatGPT, tiens, je suis journaliste, j'ai besoin d'écrire des articles, j'ai envie de travailler avec toi. Juste dis-moi comment toi, tu me proposes de bosser ensemble. Ce qu'on ferait avec un vrai humain. Je rencontre quelqu'un avec qui je dois collaborer pour la première fois, dire, on se présente, mettons en place une manière de bosser ensemble. Peut-être que tu aimes bien travailler comme ça, peut-être que tu préfères faire ci, peut-être que tu aimes bien faire les V1 et moi je fais les V2, etc. etc. Ce qu'on fait, des ajustements hyper basiques qu'on fait avec les humains. Eh bien, globalement, on fait la même chose. Donc là, je lui demande globalement ce que je viens de vous dire. Hein. Elle me dit que collaborer avec ChatGPT pour faire des articles sur les IA, c'est vraiment une très bonne idée. Je dis merci, c'est très gentil. Et après, elle me propose des étapes. Voilà. Pareil, ces étapes, elles ont du sens pour moi? Peut-être, peut-être pas. Je vais dire, ça c'est pas précis, comment tu ferais ça, etc. On peut rentrer dans la discussion. Mais en tout cas, là, elle me dit, étape 1, tiens, on pourrait rechercher des idées. Tu pourrais me donner ce prompt-là à l'avenir si tu veux que je te fournisse un petit peu des idées, etc. etc. Donc à peaufiner. Et je vous parlerai après d'ailleurs de comment on peut un peu systématiser. Mais en tout cas, elle a des avis sur ça. ChatGPT a des avis sur comment on peut bien travailler avec ChatGPT. Je vous le dis par ailleurs, si à un moment vous vous demandez ce que ChatGPT peut faire pour automatiser vos envois de mails, parce que ça vous saoule d'envoyer des mails et des trucs comme ça, à chaque fois que vous ne savez pas quoi lui demander ou comment le formuler, votre prompt, etc., vous pouvez juste lui demander. Généralement, ChatGPT est un très bon conseiller pour vous dire comment parler à ChatGPT. Voilà. Et donc, moi, mon job, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que de considérer potentiellement nos utilisations de ce genre d'outils, et notamment de ChatGPT, parce qu'il y a des outils qui sont effectivement plus encore outils. ChatGPT, on peut vraiment considérer que c'est une forme de début d'être, voilà, à qui on peut en tout cas parler de manière relativement naturelle et assez complète sur beaucoup de sujets. Et le but, ça va être d'inventer des collaborations, des modes de collaboration. Alors moi, j'en propose deux. Je suis déjà à 25 minutes, je suis désolé. Tu me dis si je dois beaucoup accélérer. Mais globalement, voilà, c'est de dire, moi, j'ai un besoin vraiment d'écrire. Okay, je peux lui donner une chaîne de collaboration qui commence par identifier des actualités marquantes dans tel domaine, d'analyser la ligne éditoriale de mon site et de me proposer 10 articles que je n'ai pas encore fait, de m'aider à enquêter, par exemple, si j'ai besoin d'extraire des données, parce que voilà, je fais une enquête à base de chiffres, de lancer une coécriture, de vérifier les sources, d'essayer de me trouver des sources, etc. et de publier. À nouveau, je ne la laisse pas faire tout ça. C'est moi qui suis bien sûr là, tout au long. J'ai un autre exemple. Si vous avez une chaîne YouTube, je vous la passe vite parce que je suis à la bourre. Mais globalement, le but à la fin, pour moi, c'est d'arriver à des choses comme ça. Et ça ne sera jamais la même répartition en fonction de ce que vous faites, en fonction de vos besoins, en fonction de vos préférences. Qu'est-ce qui vous saoule dans la vie et que vous voulez juste dégager sur une machine? Qu'est-ce qui n'a pas de valeur ajoutée si exceptionnelle que ça? Qu'est-ce qui vous prend trop de temps par rapport à ce que c'est, etc., etc. À ce moment-là, on va peut-être essayer de mettre une petite machine là-dessus. Ce qui est fondamental, on s'y met à deux. Et ça, c'est encore plus fondamental. J'ai besoin de moi d'avoir le contrôle là-dessus. Je reprends le contrôle. Et donc, on est sur cette logique, en tout cas l'idée avec laquelle je voudrais vous laisser, j'en ai plus que pour 2 minutes, c'est qu'en gros, si on se dit que l'IA n'est qu'un outil, pour moi, c'est un peu délétère. Parce que déjà, c'est un outil qui n'est pas commun, qui avance une vitesse pas commune et qui est capable de faire des choses vraiment pas communes. Donc si on se contente d'utiliser ces IA comme un outil, c'est-à-dire un truc dont on se sert vraiment pour augmenter une productivité à un endroit, globalement on s'expose à un risque assez évident pour moi on attend juste qu'elle nous surpasse. Et attendre qu'elle nous surpasse pour juste dire, en fait, elle avait besoin de moi au début pour la lancer, puis pour corriger derrière, je vous garantis qu'à un moment il y aura une autre IA qui viendra se mettre au début et à la fin. Si on considère que ce n'est qu'un outil, il y a un moment une chaîne d'IA qui vont pouvoir nous surpasser, et après ça sera que des arbitrages éthiques de est-ce qu'on met plutôt des machines ou plutôt des humains. Je ne veux pas être catastrophiste, mais c'est un truc, en tout cas moi, que je crois. Je suis ravi d'en débattre longtemps après, autour d'arrière. Par contre, si l'IA est une co-créatrice,
on lui est indispensable, elle nous est potentiellement indispensable, mais il y a une vraie relation. Une relation, le principe, c'est que ça ne marche pas tout seul. Donc si je mets en place des process où l'humain est tout aussi important que l'IA, eh bien, on peut s'en sortir. Et ça m'amène au seul truc vraiment, absolument génial qui est sorti cette année. Il y en a eu plein, mais celui-là, s'il faut en garder qu'un, c'est ça. C'est les capacités qu'on va avoir aujourd'hui à entraîner des IA en fonction de ce que nous on est. On va pouvoir créer nos propres modèles, enfin nos propres adaptations du modèle de ChatGPT en créant des espèces de petites sous-IA qui servent à faire un certain nombre de trucs. Donc ça, c'est un projet très long cours, mais qui, moi, m'aide à, et qui pourra aider d'autres gens quand je le rendrai public, à faire de la veille sur mes sujets et surtout à définir un processus créatif. Ah, tu veux écrire un article sur un truc, tu veux faire un podcast, très bien, tu veux faire une expérience en VR, tu veux faire un truc avec de l'IA, voilà un certain nombre d'étapes qu'on va pouvoir suivre ensemble. Et donc, c'est ce dont je vous ai parlé. Et la capacité aujourd'hui d'entraîner des petits GPT selon vos usages, c'est un truc absolument génial. Vous pouvez lui insuffler vos valeurs, vos process, votre mémoire aussi. Vous allez pouvoir télécharger ici des petits fichiers. Voilà. C'est pas la fin du jeu, c'est pas le bout de la route, mais c'est hyper intéressant dans cette démarche de dire que ces machines-là, c'est mieux si on considère que c'est des co-créatrices. Merci. Voilà. Quelques instants, on va prendre une ou deux questions si vous en avez. Bon là j'imagine que ça bouillonne un peu, on va vous laisser, vous inquiétez pas, on boit un coup pour passer tout ça, on fait toujours ça au CFPJ. Non c'est faux. Si vous avez une ou deux questions là qui vous viennent, sinon bien sûr nous restons là, surtout les experts et expertes. Question, quelqu'un oserait lever la main? Oui, question, deux questions, ben voilà les deux questions gagnantes. J'ai pas compris, parce que pour moi un outil, même si c'est un marteau super évolué et autres, ça reste un outil. Je trouve que le risque dont tu parles, c'est plutôt justement quand on parle de co-créatrice, co-créateur, qu'il est pour moi qui est important. Ouais, non, parce qu'un outil, c'est juste un outil, même s'il est hyper élaboré et qui fait plein de choses. Bien sûr, non, ce dont je parlais, c'est qu'il y a une bien sûr, c'est parce que j'allais un peu vite aussi. Non, c'est qu'il y a une rhétorique en ce moment de dire faut pas s'inquiéter, ça n'est qu'un outil, ça ne remplacera jamais. Et de dire ça c'est pas, à mon sens, c'est un peu fallacieux comme argument, c'est une espèce de stratégie de glissement pour rendre le truc très acceptable. En vrai, aujourd'hui, il y a plein de questions à se poser, parce que ce n'est pas qu'un outil. Il y a un vrai potentiel, à un moment, d'automatiser une chaîne de fabrication de valeur qui peut mettre en jeu des métiers, des techniques, des savoir-faire, etc. Et je ne sais pas d'être catastrophiste de dire ça, par contre, la capacité qu'on a aujourd'hui à l'anticiper et à définir justement des modes de collaboration, des méthodes où l'IA et l'humain s'entremêlent, mais sans porter risque sur ni l'un ni l'autre d'ailleurs, à mon sens, c'est beaucoup plus pertinent et durable comme démarche, parce que bon, il y a un impact social quand même assez massif à prendre en compte. Et voilà, c'était un peu ça le sens de la réflexion. Ça rejoint un peu nous le postulat qu'on a, qui est de se dire l'enjeu c'est pas d'être contre l'IA, mais c'est plutôt d'être tout contre l'IA, c'est-à-dire de la connaître, de la maîtriser, en tout cas de travailler avec elle, de l'apprendre, parce que c'est comme ça qu'on pourra surtout éviter de verser dans les éternels débats éthiques et dans les conduites à risque potentielles. J'y reviendrai parce que moi je fais un vrai gros parallèle avec tout ce qui est fake news, où là on a peut-être raté un train il y a quelques dizaines d'années maintenant. La deuxième question était juste là. Oui, ma question, ça portait sur c'est passé très vite sur la notion de vérification des sources. Et donc je me demandais comment ChatGPT peut vérifier des sources. Alors, en gros, c'est la capacité aujourd'hui qu'a ChatGPT à faire des recherches sur Internet qui sont actuelles, parce qu'à une époque, donc, était bridée 2021, 2022, 2023, etc. Ça peut permettre, je ne dis pas que ça le fait automatiquement ni tout seul, mais si on lui donne un chiffre, donc par exemple j'ai fait ça par exemple sur un certain nombre de scripts que j'écris où je trouve une source, mais parfois j'en ai pas deux, j'en ai pas trois, enfin j'en ai rien croisé le truc, je dis j'ai ce chiffre-là, trouve-moi un maximum de publications qui mentionnent ce chiffre, ou en tout cas qui permettraient de le confirmer. Et là, parfois tu n'obtiens rien, et parfois il y a 3-4 liens qui permettent de se dire ok, bon ça j'arrive à remonter à quelque chose. C'est pas du tout de lui faire confiance. Si elle nous dit oui, non, t'inquiète, c'est bon, non, montre-moi les liens, je vais y aller moi-même, etc. Mais ça, c'est assez nouveau et c'est quand même assez utile. Ou même quand on a perdu des liens, on n'a pas bien sourcé ces trucs et on veut les retrouver dans un second temps, c'est assez pratique.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Évidemment, Benjamin, tu restes dans le coin. L'occasion, les intervenants n'auront pas de garde du corps, on pourra donc les aborder librement à l'issue de cette conférence. Et bonne chance à eux. Et sans plus tarder, je vais demander. Hop, je change de micro, celui-ci marche moins bien. Je vais demander à Maya Anaïs Yatagen de me rejoindre. Maya qui est journaliste, spécialiste de recherche avancée sur Google, autrice réalisatrice de documentaires à la télé, multidiffusée, on tient à le dire. Mes parents ont vu toutes les rediffusions, il y en a eu 45 sur LCP de ton documentaire, qui était génial. Bref, Maya aujourd'hui, et vous le voyez là, va nous parler d'images. Et cette question fondamentale, peut-on, et si on le peut, comment savoir si une image, une photo est authentique ou bien complètement trafiquée? Et j'ai une pensée pour la couverture du Monde récemment, du Monde Magazine, qui s'est fait joliment épingler là-dessus. Maya, je te laisse la parole. Merci Simon. Alors effectivement, parmi mes nombreuses activités, je fais beaucoup de fact-checking à France 24. Et parmi les choses qu'on doit fact-checker, beaucoup de photos qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Alors pourquoi il y a ce boom des images générées, au-delà de tout ce qu'on a pu entendre jusque-là? C'est notamment pour ces trois raisons. C'est pour ces trois raisons qu'on en parle beaucoup. Déjà, parce que potentiellement, c'est super drôle. Sans l'IA, comment est-ce qu'on saurait à quoi ressemblerait, vous l'avez reconnu j'espère, Greta Thunberg? Plus tard, ça ressemblera peut-être à ça. Certains métiers aussi voient dans l'intelligence artificielle un super outil, on l'a entendu, pour voir comment est-ce qu'il pourrait, à terme, pourquoi pas, créer de nouveaux designs, par exemple automobiles. On va demander à l'intelligence artificielle de prendre tout ce qui fait la particularité d'une voiture et on va demander à l'intelligence artificielle de prendre toutes ces informations et de créer, de bouger, de moduler. Ça va peut-être m'inspirer à terme. Alors, ça peut être hyper drôle, ça peut être hyper utile, mais on en parle aussi beaucoup parce que ça peut être potentiellement hyper dangereux. Alors vous avez peut-être entendu parler récemment de compagnies, de sociétés en ligne qui vous proposent des super pulls de Noël. En fait, ils sont complètement faux. Ils sont 100% générés par l'intelligence artificielle. Par contre, le terminal de paiement, il est 100% réel. Donc quand vous mettez votre carte bleue, là, c'est du 100% vrai. Donc là, j'ai utilisé cette prise de parole pour me mettre dans une situation dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire essayer de passer du côté des escrocs. Je vais créer un faux profil. Je vais arnaquer le monde. Je vais enfin pouvoir lancer ma campagne de propagande contre je ne sais quel parti politique et je vais pouvoir être enfin Micheline faux profil. Alors pour créer Micheline faux profil, jusqu'à présent, j'étais un peu limitée. Jusqu'en 2014, il fallait que je vole la photo de quelqu'un et je me disais que ça passe. C'est bon, voilà, une petite photo par-ci par-là, c'est peut-être Micheline faux profil. Sauf que jusque-là, existait quand même la recherche d'images avancées et là, Google, je lui donne la photo de supposée Micheline faux profil et Google me dit non, c'est pas Micheline, c'est Elisabeth. Donc Elisabeth qui là par contre n'avait a priori tué personne malgré les machines avancées. Donc ça marche pas. Ça marche pas d'utiliser la photo de Micheline. Mais depuis 2014, il y a quelque chose qui s'appelle les GAN qui nous permet de générer une personne qui n'existe pas. Incroyable. Micheline faux profil. On dirait que c'est une vraie personne, mais elle n'existe pas. Donc je peux effectivement utiliser ma photo, repartir dans Google, donner la photo de Micheline, et Google dit non, il y a quelqu'un qui a un pull fuchsia et qui porte des boucles d'oreilles, mais là je ne retrouve pas. Donc si je ne retrouve pas une photo, qu'est-ce qu'il y a de plus vrai qu'une photo personnelle qui ne serait pas en ligne? Forcément. Donc là, potentiellement en tant qu'escroc, j'ai réussi mon pari, j'ai réussi à arnaquer tout le monde. Alors comment ça marche les GAN? Petit schéma que je vais juste vous dire en 3 phrases maximum, vous inquiétez pas. C'est 2 éléments, un générateur et un discriminateur. Le générateur, il va créer des designs. Il a appris, il a utilisé la base de données, il a vu toutes ces images et il va créer une image. Par exemple, une image de plein de Micheline différentes et de Michel, évidemment, je vous rassure. En parallèle, il va y avoir un discriminateur. Le discriminateur, il va recevoir les fausses images et les vraies images. Il va dire, ça je pense que c'est une vraie photo d'humain, ça je pense que c'est une fausse photo d'humain, ça je pense que c'est un vrai. Et le générateur et le discriminateur vont apprendre chacun des erreurs. Quand ils se trompent, il va dire, là je me suis trompé, tu m'as bien eu, je vais m'améliorer. Et l'autre, c'est le jeu
de l'escroc, du gendarme, ou du journaliste et du créateur de fake news. Et c'est comme ça que vous finissez avec des mèmes en ligne. Comment rendre confuse la machine? C'est si vous donnez à cette machine des images, une fois de muffin, une fois de chien qui ressemble à un muffin. Mais une fois que vous le voyez, vous pouvez plus le pas voir. Mais en attendant, voilà, petit moment. Donc ça, c'est les GAN. Et c'est comme ça qu'on finit avec des photos comme celle de Micheline Faux Profil. Sauf que on s'est rendu compte avec le temps que toutes les photos générées par les GAN suivaient à peu près la même logique. Vous voyez un peu comment est-ce qu'elle est configurée, Micheline Faux Profil? Quand on prenait toutes les photos, donc ça aussi c'est une photo générée, et qu'on les mettait les unes sur les autres, on arrivait toujours aux yeux au même endroit, au nez au même endroit, à la bouche au même endroit. Micheline Faux Profil, elle est toujours de face en très gros plan, elle est jamais comme ça. Elle est toujours de face. Alors que si je prenais Elisabeth II et puis toutes les autres Elisabeth et que je les collais les unes sur les autres, là j'ai un bordel qui crie la réalité, entre guillemets. Donc toutes ces photos étaient utilisées notamment dans des circonstances de désinformation, notamment politique. Alors là, je vous en ai quand même beaucoup parlé de Micheline Faux Profil. A priori, vous voyez quand même qu'il y a certains soucis, notamment là, un truc qui vient de l'enfer. C'est très étrange. Là aussi, un truc qui vient de l'enfer. C'est très étrange. Alors les GAN ont beaucoup de petits éléments que vous pouvez repérer, notamment dans les cheveux, les sourcils. Assez rapidement, ça peut être incohérent. Là, ici, il y a une sorte de mèche qui sort un peu de nulle part. Vous pouvez aussi voir qu'il y a une sorte de capuche qui n'a aucun sens. Donc très nettement, c'est ces deux éléments-là sur les côtés qui laissent entendre qu'il y a un problème. Les dents, les oreilles. Là aussi, c'est comme pour le chat GPT. On prédit un pixel à côté. On n'est pas en train de chercher la logique d'une coupe. C'est comme ça que vous finissez avec quelqu'un qui aura une coupe mulet d'un côté et de très longs cheveux du côté droit. C'est parce que ChatGPT, DALL-E, Midjourney, tous les systèmes ne sont pas... c'est pas Jacques Desange, c'est vraiment un système, c'est un système informatique. Faut pas aller plus loin. Et j'aimerais quand même, en toute honnêteté, montrer que les GAN ont progressé entre 2014 et 2018. 2018, on peut vous faire croire que Micheline Faux Profil existe. En 2014, on imite Picasso. Donc il y a des progrès totalement fulgurants, et d'autant plus fulgurants qu'il y a un autre système dont je vais vous parler rapidement avant de complètement dépasser mon temps, les modèles de diffusion, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, et c'est comme ça que vous finissez avec des photos complètement virales, comme celle du pape François. Le modèle de diffusion, alors on l'a déjà pas mal dit, il prédit et il produit des images, donc quand on va pouvoir lui donner cette fois-ci des descriptions textuelles, plutôt que de dire « génère-moi une image, génère-moi une image, génère-moi une image », on va dire « ok, est-ce que tu peux me donner, ami DALL-E ou Midjourney, etc. Est-ce que tu peux me donner une image d'un intérieur, d'un penthouse, d'un sublime appartement à Paris? Alors les murs doivent être noirs, il doit y avoir du bois un peu partout. » Et parce que ce modèle, il a enregistré, il a travaillé, entre guillemets, pendant très très longtemps sur de nombreuses sources, il va pouvoir se faire une idée de qu'est-ce qui est logique. Est-ce que c'est logique d'avoir un pied, un lit? Bah non, c'est quand même logique d'en avoir 4, parce qu'il a vu pas mal de lits par le passé. Alors des progrès fulgurants là aussi, pour ce système, encore une fois les GAN c'est pas pareil que le modèle de diffusion. Vous allez me dire a priori, là le prompt c'était des loutres qui travaillent dans des avions. Alors a priori on en voit peu, néanmoins on voit quand même la différence entre, ça c'est octobre 2022 et ça c'est mars 2023. Évidemment là on juste... c'est bon. Un problème d'ordinateur. Là, vous avez un souci, c'est pas la loutre, la loutre c'est normal, tout le monde le sait, mais par contre les ordinateurs sont pas crédibles. Et c'est comme ça qu'on se rend compte souvent parce que on a l'impression que c'est Apple, mais en fait c'est Samsung, il faudrait dire une troisième marque, et non Simon Dell. Des progrès fulgurants qui évidemment se sont transmis ensuite sur de la politique. On avait des tentatives de faire de la propagande encore une fois, ou alors des images parfois juste marrantes avec des politiciens avec plus ou moins de succès, comme vous pouvez le voir sur cette version-là. Et ça existe aussi en vidéo. Alors vous vous en souvenez tous du deepfake de Barack Obama. Et on se rendait compte... Tais-toi, hop. On se rendait compte que c'était en réalité un acteur qui prenait la voix de Barack Obama. Ce n'était donc pas généré par un ordinateur, contrairement à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc ça c'était en 2018. Aujourd'hui, quand un deepfake est généré, c'est généré de A à Z. I also do my own music. I've got a sweet spot
for a couple of artists, and people are surprised that Big Dave Matthews got it. Pour une raison que je ne m'explique pas, Tom Cruise est très utilisé pour faire des deepfakes. Et ça, c'est complètement faux. Tout est complètement faux dans cette vidéo. Donc pour résumer, que ce soit sur les photos ou les vidéos, essayez de repérer ces différents éléments. Par exemple, les textes, c'est pas la bonne langue, ou c'est pas une langue du tout, parce qu'encore une fois, il prédit le pixel, il prédit pas la grammaire correcte. Les fonds reproductibles, par exemple, c'est censé derrière être un papier peint avec des fleurs, sauf qu'au début, ça commence par une fleur, et à la fin, ça finit par des fleurs venues de l'enfer. Les objets et accessoires, des lunettes qui ne tiennent pas. Là aussi, une symétrie, comme on pouvait le voir sur les GAN. D'un côté, pas de souci, de l'autre, ça tient pas, il n'y a plus le truc de la lunette là, c'est bizarre. Des meubles qui volent, etc. Les vieux défauts des GAN, on a beaucoup vu des fausses photos qui étaient repérables parce qu'il y avait 5 doigts, pas 5 doigts, pardon, 6 doigts, 4 doigts, que sais-je. La recherche inversée d'images, elle peut quand même vous aider si par exemple vous avez une image, notamment de rencontres politiques, vous la passez dans la recherche inversée de Google et vous vous rendez compte que c'est peut-être les bonnes personnes, mais c'est pas du tout le même endroit, alors que des agences de presse ont vraiment vérifié des images à cette date-là, c'est pas du tout le même environnement, c'est certainement vous êtes face à une fausse image. Au final, en attendant le dernier point qui serait des techniques futures du style des filigranes intégrées dans des images qu'on pourrait repérer, bah pour l'instant, malheureusement, vous êtes un peu face à votre propre bon sens. Repérer des incohérences qui vous permettraient de savoir si les images sont réelles ou pas. À quel point est-ce que j'ai tout défoncé pour mon temps? C'est bon, ça passe? Parfait. Parce que je vous propose un petit quiz. Alors, si vous êtes suffisamment avec un téléobjectif, vous allez pouvoir scanner le QR code dans le fond. Et vous allez avoir un petit formulaire de Google. Et puis sinon, évidemment... Justement, je les ai désactivés. Et donc je vais passer les différentes photos les unes après les autres. Et puis après, je vous dirai envoyer et vous pourrez afficher votre note. Et vous aurez les réponses en même temps, je ferai la correction. Donc j'espère que vous avez bien écouté. Elles arrivent. Là c'est juste le formulaire de réponse. Sinon il aurait fallu vraiment très bien écouter. Sans les photos, laquelle est vraie? On peut déjà répondre? Oui, vous pouvez ainsi interagir avec votre voisin, voisine, faire des amis dès à présent et travailler ensemble. Travail de groupe est possible. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on se lance là-bas? Allez. C'est l'heure du quiz. Quelle personne existe entre la personne de gauche et la personne de droite? Ça discute. Attention, je passe à la suivante. Est-ce que Mark Zuckerberg a effectivement défilé? Attention, on passe à la troisième. C'est le tour du vrai-faux. Laquelle existe? La personne de gauche ou la personne de droite? Qu'est-ce qu'on gagne, Simon? Qu'est-ce qu'on gagne? Attention, on passe à la suivante. De quel ramen allons-nous nous délecter? Celui de gauche ou celui de droite? Bon courage à ceux qui confondent comme moi leur gauche et leur droite.
Ça a l'air d'être un trou. Attention. Alors, une petite glace pour Angela Merkel et Barack Obama? Vrai ou faux? On l'aurait vu, ça. Peut-être qu'il était 15h02 et non pas 15h03. Attention, on passe à la suivante. Qui existe? À gauche ou à droite? Qui existe? Attention, la suivante. Alors, est-ce que cet adorable petit insecte existe? Non, les insectes n'existent pas dans la vraie vie, c'est un complot. Elle a l'air tellement fausse. Attention, la suivante. Alors, Elon Musk, en effet. Mais alors, est-ce qu'il y a parmi ça une photo qui existe, celle de gauche, celle de droite, ou toutes? Je crois que j'ai mis ça aussi. C'est ça. Aucune, celle de gauche, celle de droite, ou les deux? Laquelle existe ou lesquelles existent? Attention, 9e photo de rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Est-ce que ça existe ou pas? En petit indice, je peux vous dire qu'en tout cas, c'était très viral. La légende de la photo, Vladimir Poutine et Xi Jinping. Est-ce que cette photo est réelle? On passe à la 10e. Qui existe? Ça c'est compliqué, je le sens au silence. Plus que 3 pour devenir fou et folle. Attention, la 11e. Alors Elvis Presley, c'est une vraie photo ou c'est une fausse photo? Peut-être pas. Sur une île déserte. 12e photo. Ce serait au Japon en 1930 à Kobe. Est-ce que c'est une vraie photo ou pas? Est-ce qu'elle a été générée par l'intelligence artificielle? Je pense que oui, par Excellente question. Attention, avant-dernière. Vraie ou fausse photo? Neil Armstrong. Et enfin, dernière photo, laquelle est une vraie photo de la chute du mur de Berlin? Ouais, je me sens plus.
Vous pouvez envoyer, en effet, vu que c'est la dernière question, et ça va vous mettre afficher la note. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu 14 sur 14 qui ou elle se dénonce? Qui gagnera le droit d'être intervenant CFPJ du coup. Bon, merci, attention à la correction. Oh, parfait là. Alors ça, donc c'est des photos qui sont extraites d'une étude qui montre que maintenant l'un des soucis, c'est qu'on s'attend tellement à ce qu'il y ait des fausses images qu'on cherche justement le défaut dans des vraies photos. Et donc ça c'est une vraie personne à droite, et il s'avère que dans cette étude, 90% des gens ont dit que c'était une fausse. Donc dur pour cette personne, parce qu'elle existe vraiment. Donc ça n'est jamais arrivé. Mark Zuckerberg, ça c'est une image générée par l'IA. C'était la personne de gauche. Eh oui, incroyable, je sais. Le ramen, bon, là je trouve que ça se voyait quand même plus. Hein. On a l'impression qu'il y a un trou vers l'infini, vers l'enfer. Ça n'existe pas non plus, c'est une photo qui a beaucoup circulé. C'était la jeune fille à droite. Malheureusement, cet adorable insecte n'existe pas. Il manque une aile, il manque plein de trucs. Ça va pas du tout. Ça, c'était la vraie photo. Celle de droite était générée. Alors, l'un des indices, quand même, c'est que c'est une vieille interview qu'il avait donnée il y a fort longtemps. On voit très bien le texte. Pour ceux qui sont au premier rang, on voit bien que c'est écrit, c'est de la vraie écriture. Voilà. Je ne m'explique pas l'implantation capillaire qui depuis a beaucoup changé, je ne sais pas. Ça c'est une fausse photo, même si c'était une vraie rencontre, c'est malheureusement une fausse photo. C'était la dame. C'était, voilà, il est malheureusement pas sur une île déserte, voilà, en train de vivre de ses beaux jours. C'était une vraie photo, mais colorisée. Mais une vraie photo, donc pas générée, mais colorisée. Et c'était une vraie photo, disponible sur Wikimedia Commons. Merci Wikimedia Commons. Et effectivement, c'était celle-là qui était vraie. Et ce n'est pas la photo très Hunger Games qui est à droite. C'est totalement généré. Merci beaucoup. Merci Maya. Vous avez eu aussi, et j'en suis très heureux, un aperçu avec Maya de ce que c'est qu'une formation CFPJ. On rigole quand même pas mal et on apprend des trucs, donc c'est quand même plutôt sympa. Donc si vous n'avez pas eu la moyenne, on vous invite à venir vous former au CFPJ. Peut-être à consulter un ophtalmo également, parce que à titre personnel, je suis totalement myope, j'ai eu 6. Mais j'assume, c'est pas la myopie, c'est juste que... Enfin, les 26 sont sèches quand même. J'irai me former. Je me ferai un réduc. Alors, on a abordé l'IA pour créer, l'IA comme ego ou comme alter ego, comme partenaire de production. On a abordé aussi la question fondamentale de l'image et d'une certaine manière aussi du recul qu'on doit avoir face au contenu. Moi, ce que je trouve très intéressant ici aussi, c'est que ça nous invite à avoir peut-être cette prise de recul, cette réflexion face à des contenus qu'on n'a peut-être plus. Et je crois qu'aujourd'hui c'est un énorme enjeu. Beaucoup d'informations passent sans qu'elles soient trafiquées par IA, qui sont fausses et qu'on prend pour argent comptant. Et des journalistes très bien formés, très bien entraînés peuvent se faire avoir. C'est aussi comme ça que prolifère la cybercriminalité. Et c'est toujours intéressant d'avoir cette piqûre de rappel. Et si à travers l'IA, eh bien, on peut se rappeler des réflexes qu'on doit déployer dans bien d'autres situations, c'est une vertu collatérale, dirons-nous, qui est toujours bonne à prendre. Rappelons aussi que on parle beaucoup de création autour de l'IA, de ce qui va peut-être nous permettre de créer différemment, mais il y a quand même un domaine qui, sans doute, est celui qui va bénéficier le plus de l'IA et de ses évolutions technologiques, c'est le crime organisé. Ils ont coupé mon micro. Et ça, c'est une vraie donnée importante, parce que demain, aujourd'hui, des mails frauduleux, bon, la plupart du temps on se fait avoir, mais on voit à peu près des petites erreurs, des incohérences, etc. Mais demain, et même aujourd'hui, avec une IA bien entraînée, on va pouvoir produire des mails extrêmement compliqués à détecter. Donc encore une fois, rappelez-vous ça, il n'y a pas de technique magique, Maya vous l'a bien expliqué.
Et même les journalistes, on en est. Et parfois ça choque un peu parce qu'on s'imagine que les journalistes recoupent les infos, ils ont des outils incroyables. Pas du tout. Il y a du bon sens, il y a de la prise de recul, il y a de la discussion, il y a de la recherche. Ça prend du temps. C'est compliqué et il n'y a que ça. On voulait, pour terminer, avant de vous laisser décanter tout ça, aborder un autre sujet qui est fondamental. Et c'était important pour nous d'avoir cet éclairage-là, qui n'est pas un éclairage créatif, qui n'est pas un éclairage journalistique, mais qui sera un éclairage juridique. Que dit le droit aujourd'hui? Où en est le droit face à ces problématiques de l'intelligence artificielle? Cette question-là, je ne vais pas y répondre, car je n'ai absolument pas les études pour. En revanche, maître Sivur Hu, qui est avocate partner chez Yungo, va pouvoir y répondre, en tout cas nous donner des pistes de réflexion, parce que là encore, c'est un travail qui ne fait que commencer et qui est en cours. Je vous laisse le micro et je lance votre PowerPoint. Merci beaucoup. Merci Simon de m'avoir donné la parole et de m'avoir invité pour faire cette présentation qui sera un peu plus aride, je pense, que les précédentes. Donc il y aura peut-être un petit peu moins de rire, mais je vais essayer de simplifier les choses. Alors effectivement, c'est vraiment un sujet qui est très brûlant, qui soulève beaucoup de discussions, beaucoup de débats dans le monde du droit. Alors, est-ce qu'il y a une définition légale de l'IA aujourd'hui? La réponse est non. Aujourd'hui, le Parlement européen va parler de ça. Alors, déjà, IA en soi, ça n'existe pas. On parle de logiciels, de systèmes d'intelligence artificielle, et le Parlement européen désigne ça comme tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Donc ça englobe quand même pas mal de choses. Et les IA finalement qui sont le plus problématiques, ce sont les IA génératives. Alors, il y a plusieurs types d'IA, mais celles qui vraiment posent un problème et celles qu'ont présentées les précédents intervenants sont vraiment celles qui créent du contenu qui va poser un gros problème, notamment au niveau de la légalité de l'usage des logiciels de web scraping, puisque effectivement ces systèmes d'IA, pour avoir accès aux données et aux contenus sur le web, vont passer par des logiciels qu'on appelle de web scraping, qui vont aller s'introduire sur les bases de données, bien souvent sans le consentement et à l'insu des propriétaires de ces bases de données. Et ça va évidemment poser un gros problème pour les ayants droit, qui n'auront pas donné leur consentement. Et donc ça crée évidemment du contentieux par rapport aux atteintes aux droits d'auteur notamment. Bien entendu, il y a d'autres problématiques que je ne vais pas aborder là. Il y a aussi les problématiques qui sont liées à la protection des données personnelles, l'atteinte à la vie privée. Il y a aussi évidemment toutes les atteintes aux bases de données, puisqu'il existe des droits sui generis sur les bases de données telles quelles. Moi aujourd'hui, je vais me concentrer sur vraiment les atteintes aux droits d'auteur et aussi les questions de titularité des droits sur les créations qui sont générées par les systèmes d'IA. Effectivement, ça c'est une grosse problématique, puisque aujourd'hui, en droit français, malheureusement, on peut pas. C'est un gros débat, quoi. Il y a une grosse lacune de ce point de vue-là. Alors, avant d'aborder ces questions spécifiques de droit d'auteur, je vais commencer par vous présenter le cadre légal actuel des créations générées par un système d'IA. Et dans un deuxième temps, j'aborderai plus précisément toutes les questions d'atteinte au droit d'auteur et toutes les questions qui sont relatives aux titularités. Alors, concernant maintenant le cadre légal, aujourd'hui, il y a plusieurs projets de textes qui sont en cours de discussion. Le premier, c'est la proposition de règlement de l'Union européenne sur l'IA, qui a été proposée par la Commission en 2021 et qui aujourd'hui va passer en discussion en trilogue la semaine prochaine, le 6 décembre prochain. Et cette proposition est, j'allais dire, extrêmement importante. Il y a beaucoup d'enjeux autour de ça, puisque l'Union européenne va réglementer, va poser un cadre en fait pour réglementer tous les types d'IA. Et elle le fait de cette manière-là, à savoir qu'elle va aborder en fait les risques. Elle va d'abord elle propose une classification des systèmes d'IA, quatre types de systèmes.
Les premiers sont des systèmes d'IA qui sont inacceptables, à savoir interdits. Ce sont ceux qui vont en fait influencer sur le comportement des personnes, et notamment sur les groupes de personnes vulnérables. Par exemple, le cas d'une IA qui va être introduite dans un jouet et qui va pouvoir influencer le comportement d'enfants, par exemple. Le deuxième type d'IA, ça va être celui à risque élevé. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors là, il n'y a pas de... Il y a une liste, en fait. Hein. Là, la Commission a proposé une liste d'IA. Alors, ce sont ceux qui ont un impact négatif sur la sécurité ou les droits fondamentaux. Et il y a deux catégories. La première catégorie étant les IA qui sont introduits dans des produits soumis à la législation européenne sur la sécurité des produits. Donc ça va être dans le domaine de l'aviation, dans le domaine des jouets, par exemple, les voitures et tous les dispositifs médicaux. La deuxième catégorie va viser plusieurs domaines d'activité, dont notamment le domaine juridique, tout ce qui est en rapport avec l'interprétation des textes juridiques et l'application de la loi. Il y a aussi tout le domaine qui a trait à l'identification biométrique et la catégorisation des personnes physiques, le domaine de l'éducation, le domaine de l'emploi. Alors je ne vais pas tout lister, mais en tout cas ces systèmes d'IA-là qui sont considérés comme des risques élevés. Eh bien, les concepteurs d'IA vont être soumis à des obligations spécifiques, à savoir qu'ils vont devoir procéder à des analyses de risques et identifier les risques élevés et faire en sorte de les limiter. Donc il y aura vraiment une obligation qui pèse vraiment de manière très importante sur les concepteurs des systèmes IA. Et c'est sans rappeler bien sûr le RGPD. En fait là, je pense qu'on est retombé un peu dans une espèce d'usine à gaz. Hein. Donc ça va être beaucoup d'efforts et beaucoup de travail autour du développement de ces systèmes d'IA. Et enfin, on a les systèmes d'IA à risque acceptable. Alors ceux-là, ce sont ceux qui recoupent tout ce qui est ChatGPT, tous les systèmes d'IA usuels qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Et ceux-là alors, seront soumis à une obligation de transparence. Donc le concepteur du système d'IA, évidemment, devra faire une mention lorsque la création qui est générée par ces systèmes